La mairie de Saint-Ambroise, on est ravis de vous accueillir dans ces locaux. On est ravis d'accueillir le maître de yoga. 1m75. Après, il paraît qu'il a une lévitation sur le sol. J'ai envie de voir ça. Plusieurs m'ont posé la question. Ici, c'est un bâtiment dédié au développement durable. Où en bas, il y a un espace muséographique. Un jour, je vous invite de revenir voir. Ici, c'est une salle de conférence beaucoup dédiée aux questions sur le développement durable. On travaille beaucoup sur la relation entre l'homme et la nature. Toutes ces problématiques-là. Donc, il y a énormément de conférences tout le long de l'année avec une programmation. Il y a la programmation sur le bar à la sortie. Je vous invite de le prendre. Voilà, je ne serai pas plus long. C'était juste parce que beaucoup m'ont demandé ce qu'était cet endroit. Donc, je vous réponds en quelques mots un peu grossiers. De temps en temps, on fait quelques discrétions en conférence sur le développement durable. On invite le festival du cinéma, les ATP, ce soir le yoga. Voilà. Mais généralement, c'est des conférences beaucoup liées au travail et à l'enjeu sur l'urgence écologique et sociale. Voilà. Bonne soirée à tous. Et... Merci. À moi. Merci François. Bienvenue. Ravi de vous soyez ici nombreux ce soir. Super pour cette soirée conférence de yoga donnée par François. Donc, moi je suis Marie, pour ceux qui ne me connaissent pas, celles et ceux qui ne me connaissent pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est toi qui ne m'entends pas, Pierre. Donc, moi je suis Marie, donc je suis élève de yoga de François depuis 10 ans. Et donc j'ai demandé il y a quelques temps à François si c'était OK pour lui de venir nous parler du yoga ici. Donc je commence par remercier François d'avoir accepté de venir ici. Merci également à Jocelyne qui est là, qui est l'épouse de François et qui l'accompagne ce soir. Merci à la commune et à la mairie de Sandras aussi d'avoir accepté que la conférence se passe sur notre commune. Merci particulièrement à Sylvain, donc notre maire, qui s'intéresse apparemment au yoga, donc qui est là ce soir, c'est super. Et merci bien sûr aussi à Biosphera qui nous accueille dans ce beau lieu, agréable et confortable. Vous êtes bien assis sur des fauteuils de cinéma, sauf toi, moi je vais aller là. Voilà, et merci particulièrement à la responsable de Biosphera qui a fait en sorte que tout soit au top pour nous accueillir ce soir. Voilà, donc à la demande de certains qui ne connaissent pas François, quelques mots pour te présenter. Donc n'hésite pas à me dire si ce que je dis n'est plus d'actualité. Ou... Je ne l'évite plus. Tu ne l'évites plus, ça c'est dit. Donc François a commencé à se former au yoga dans les années 60 en Inde, auprès de Desi Kachar. Et cette transmission s'est poursuivie jusqu'à la fin des années 80. Très rapidement, François a commencé à enseigner le yoga et puis devenu quelques années ensuite formateur de professeurs de yoga, formateur d'enseignants de yoga. Qu'est-ce que je peux dire? François a participé à la création de ce qui est aujourd'hui devenu l'Institut français de yoga. Et depuis 2018, François est vice-président de l'Union européenne de yoga. Voilà. Ce que je peux dire, moi ce que j'aime particulièrement chez François, outre qu'il m'ait accordé mon certificat d'enseignant de yoga, elle l'a payé cher. C'est que j'aime particulièrement sa façon qui est assez originale, peu conventionnelle de nous transmettre le yoga. Et je pense que c'est vraiment une belle opportunité de pouvoir l'écouter ce soir. Donc bravo d'être là. Je vous souhaite une belle soirée. Et quand même peut-être vous rappeler le thème de ce soir, ou vous l'annoncez si vous ne le connaissez pas. François ne le connaissait pas il y a 15 minutes, il me l'a demandé. Je le rappelle à François. C'est le yoga, une démarche globale, posture, bien sûr, respiration, bien sûr, mode de vie, 3 petits points. Donc hâte d'entendre ce qu'il y a derrière les 3 petits points, selon François ce soir. Voilà, belle soirée à tous. Merci. Alors est-ce que si je parle comme ça, au fond, vous m'entendez? Oui. C'est inattendu pour moi de se trouver dans une salle, ou en tout cas dans un lieu consacré à l'environnement, à l'écologie, ce que j'ai entendu Sylvain dire. Parce que d'une certaine façon, le yoga est une des premières versions
dans l'humanité de l'intérêt pour l'environnement à la fois interne et externe. Car les deux sont reliés, on ne peut pas séparer l'un de l'autre. C'est d'ailleurs probablement le défi de notre époque pour le yoga, à savoir qu'il faut le pratiquer dans un contexte qui est de moins en moins apte, du fait de la pollution, du fait des rythmes qui s'accélèrent, du fait des ondes qui nous assaillent de tous les côtés. C'est une gageure d'être un adepte du yoga dans ces conditions. Et en même temps, l'environnement intérieur prime sur l'environnement extérieur. C'est-à-dire qu'on peut être dans les endroits les moins propices et garder quand même une stabilité intérieure et savoir retrouver l'équilibre quand l'environnement extérieur nous le fait perdre. Et on peut être dans un environnement extérieur parfait et être soumis à toutes sortes de conflits intérieurs qui n'ont rien à voir avec l'environnement, mais qui sont là quand même. Donc tout n'est pas perdu de ce point de vue-là. Le yoga est une approche globale, ou l'autre terme peut-être moins connu, holistique, c'est-à-dire qui prend la totalité en compte. Et pour moi, c'est toujours une gageure de parler du yoga, parce que le yoga ne se décrit pas, ne se raconte pas. Le yoga est, on pourrait dire, préverbal. Le langage n'est pas approprié pour décrire des expériences qui ne sont pas de la nature de la communication par des mots, même si l'auteur qui a codifié le yoga, qui s'appelait Patanjali, a utilisé un langage extrêmement précis, mais dans une langue ancienne, qui est encore parlée par quelques milliers de locuteurs en Inde, les brahmanes, qui est le sanskrit. Et cette langue est tellement précise dans la technicité de ces termes que c'est toujours aussi un défi de trouver une traduction, ou plus exactement une interprétation du texte, parce que nos langues contemporaines n'ont pas les mots pour dire ce que le sanskrit dit. Exemple. Dans le Yoga Sutra, partout, il est question de ce qu'on appelle chitta en sanskrit. Je ne vais pas vous donner un cours de sanskrit, mais juste ce mot. Et ce terme signifie ce qui ressemble à la conscience. Chitta. Ce qui a les caractéristiques en apparence de la conscience. Et presque tous les traducteurs, en français en tout cas, utilisent le terme mental pour traduire chitta. Si on étudie et on réfléchit, parce qu'il ne suffit pas de parcourir le texte, en fait, c'est une perversion de l'interprétation de ce terme, aussi bien par les Indiens contemporains que par les Européens ou les Américains. Nous qui avons tendance à séparer ce qui serait du corps et ce qui serait du mental, alors que ce terme, en fait, relie les deux. Dans la mesure où, si moi j'avais à traduire ce terme, même si ce n'est pas grammaticalement correct, grammaticalement c'est ce qui semble être conscient, je le traduirais par quelque chose comme le corps et l'âme ou le corps et l'esprit. C'est-à-dire à la fois ce qui est de la nature de la biologie, de l'organisation corporelle, des différents systèmes qui nous constituent, qui nous permettent de nous véhiculer jusqu'ici, d'écouter les mots qui sont dits, de voir les formes qui sont devant nous, etc. Mais c'est aussi tout ce que ça fait naître en nous comme contenu qu'on pourrait qualifier de psychique, qui sont les pensées, les émotions, les sentiments, les souvenirs, et aussi le type de pensée projective dans le futur, auquel nous sommes tous, bien entendu, habitués.
Et c'est donc la totalité que le yoga prend en compte, la globalité. C'est pas, non seulement pas le corps et l'esprit, mais c'est quelque chose d'autre en plus, qui est inclus dans le terme sanskrit, chit, qui veut dire conscience. Fondamentalement, le yoga est une voie, parmi d'autres, pour découvrir ce mystère encore aujourd'hui, même non résolu par la science, de l'apparition de ce qu'on appelle la conscience, que chacun d'entre nous connaît à partir de son point de vue propre, conscience sans laquelle nous ne serions rien et ne connaîtrions rien, et où le paradigme ou la conception fondamentale qui vient non seulement de l'Inde, mais aussi de la Chine et aussi globalement de toute l'Asie, l'Asie hindoue, l'Asie bouddhiste, probablement aussi au Japon avant l'arrivée du bouddhisme. Le paradigme fondamental de ces cultures, ça n'est pas que la conscience émerge de la matière, mais c'est que la matière est l'expression à la fois la plus dense et ultime de la créativité dont la source est la conscience. La conscience, à ne pas confondre avec ce que chacun d'entre nous appelons, quand nous disons « je suis conscient », nous parlons de la conscience individuelle dans laquelle, vis-à-vis de laquelle nous sommes probablement tous et toutes bien identifiés. Et la démarche du yoga a ceci de particulier par rapport à d'autres voies qui viennent de l'Inde, c'est que la pédagogie qui a été codifiée par Patanjali part du principe que la plupart des êtres humains, même en Asie, même à son époque, sont tellement collés à la perception par les sens, aux formes et aux objets, que retourner le regard pour découvrir que sans la conscience, aucun objet, aucune expérience ne serait vécue, et par conséquent, la plupart des êtres humains à l'époque et aujourd'hui passent à côté de l'essentiel de la recherche qui est celle que le yoga propose, du retournement du regard pour découvrir ce qu'est la conscience et réaliser que fondamentalement c'est ce que nous sommes et rien d'autre. J'y reviendrai un peu plus tard. C'est d'autant plus difficile, en tout cas pour nous occidentaux, c'est que, comme vous le savez, notre point de départ est l'opposé. Scientifiquement, en tout cas. La science, avec Darwin et d'autres avant et d'autres après, pose cette affirmation que c'est la matière qui, en se complexifiant, en devenant la vie, en devenant ensuite la vie de plus en plus organisée, avec des systèmes nerveux et des cerveaux qui se développent de plus en plus, qui a donné lieu à l'apparition de la conscience. Donc voilà déjà un premier point, non pas de contradiction, mais une première différence difficile à franchir quand en Occident on aborde le yoga. Et c'est tout à fait donc compréhensible pourquoi en Occident, ce qui amène les gens au yoga, c'est le corps. Parce que le corps, c'est quelque chose de très tangible. Quand on fait ça, on ne se rend pas compte que le son qui est produit et la sensation qui est produite, elle est localisée en tant que corps par un processus mémoriel, mais que si on regardait la sensation elle-même, par exemple les yeux fermés, cette sensation ne pourrait pas être décrite comme un corps. Je souris parce que je vois que ma femme sourit. On se comprend, moi tous les deux. Et donc, la pédagogie du yoga, j'ai commencé ma phrase, je ne l'ai pas terminée, telle que Patanjali l'a codifiée, part du
du plus universel des constats, même si ce constat est faux, qui est « je suis ce corps ». Je ne suis pas le corps de Pierre. Personne ne s'est exclamé en disant « Ah, votre femme a de la chance ». Mais en fait, c'est faux. C'est faux parce que ce n'est pas par le corps que l'enseignement du yoga commence. Mais l'intérêt pour le yoga a commencé en Occident par le corps. Donc je vais prendre les choses dans l'ordre défini par Patanjali. La première indication qui est donnée, c'est un terme négatif, mais qui évoque une possibilité positive. Si je traduis le terme signifierait, si on traduit étymologiquement, absence de désir de nuire. Une totale absence de désir de nuire, ça s'appelle l'amour. Et l'amour, ça n'est pas ce que la plupart des êtres humains appellent l'amour, c'est-à-dire un processus d'attachement. L'amour, c'est une ouverture inconditionnelle. Et c'est par ça que commence le yoga. Dans la description qui est donnée de ce qu'on appelle les 8 membres. Les 8 membres du yoga. Ça fait référence au corps à nouveau. Même si ça ne parle pas, et loin de là, que du corps. Avant d'aller plus loin dans ce premier membre qui parle d'amour, enfin, parle aussi d'autre chose, c'est un des éléments de ce premier membre, je dois préciser que ces 8 membres du yoga sont présentés comme le soutien ou le support par lesquels, ils sont 8, par lesquels l'être humain va progressivement déployer un terme, une fonction. Si je traduis le mot à mot, c'est le discernement, mais je dirais, pour être plus contemporain, va déployer l'intelligence. L'intelligence, selon le yoga, selon le Sankhya, qui est un point de vue proche du yoga, c'est le seul facteur par lequel nous pouvons d'une part découvrir qui nous sommes vraiment, et d'autre part découvrir que ce que nous sommes vraiment, c'est un état d'ouverture sans limite. Je crois que c'est important de voir le terme ouverture sans limite parce que dès lors, ça devrait vous faire prendre conscience de vos limites, ou moi des miennes. À combien de choses disons-nous non? Combien de choses réfutons-nous? Combien de choses nous insupportent? Ça nous montre la mesure de notre absence d'ouverture. Et donc ce discernement ou cette intelligence, c'est un potentiel dans tout être humain. Malheureusement, très souvent, j'allais dire presque persécuté, mais en tout cas détruit par les circonstances de la naissance et après la naissance et l'éducation, etc. Mais qui est présent potentiellement en chaque être humain, et chaque être humain peut refaire le chemin inverse pour retrouver cette innocence et cet amour qui est le droit de naissance de tout être humain. Donc, dans le Yoga Sutra, on nous dit il faut s'appuyer sur quelque chose, et la proposition du yoga, ça va être de s'appuyer sur ces 8 membres. Et c'est par un travail un peu souterrain, difficile à percevoir réellement, que la transformation s'opère et qu'on devient de plus en plus conscient de la réalité de la vie
du sens de la vie s'il y en a un, et que nos fermetures lâchent prise, et que notre ouverture primordiale se manifeste. Donc je disais l'amour est le point de départ parce que c'est le premier élément du premier membre du yoga qui nous est proposé. Alors, n'interprétez surtout pas cela comme une obligation d'être ouvert et d'aimer. Ça serait une vieille erreur pour ceux qui ont eu malheureusement à traverser le catéchisme, par exemple. C'est un miroir. C'est quelque chose qui nous permet de regarder où nous en sommes. C'est un peu ce que je vous ai dit au départ. Parler d'ouverture, ça n'est pas s'efforcer de s'ouvrir, c'est regarder qu'est-ce qui nous empêche d'être ouvert. Et à quel moment ça se produit. Et qu'est-ce que ça produit en nous, ces moments de fermeture. Et quelle est la différence entre un moment de fermeture et un moment d'ouverture? Comment est-ce qu'on respire quand on est dans un refus et comment on respire quand on est dans une ouverture? Comment on sent son corps restreint quand il y a des tensions et des conflits et comment on sent son corps libre, ouvert et détendu quand on est dans un état d'ouverture. Donc ce qui va suivre, les autres constituants du premier membre du yoga, doivent être aussi considérés comme des miroirs. C'est-à-dire, ça permet de regarder où on en est, mais ce n'est pas quelque chose qu'on doit s'astreindre à suivre. La plupart des commentaires du Yoga Sutra disent, voilà, les yamas, c'est un code éthique, c'est comme ça qu'on doit agir. Je pense que vous êtes conscient que toute contrainte, toute répression conduit à la perversion. Il y a assez d'exemples en ce moment dans les nouvelles par rapport aux perversions qui viennent du refus ou de la soi-disant abstinence d'impulsions naturelles. Donc il ne faut surtout pas confondre et croire qu'il s'agit de s'évertuer à. Ça ne fonctionne pas. Donc le deuxième élément après l'ouverture ou l'amour, c'est un terme qui signifie la sincérité. Être sincère. Être sincère, ça s'exprime par exemple dans le discours par la véracité, mais ça s'exprime surtout en soi-même en ne prétendant pas être autrement que l'on est. Pour ça, ça implique qu'il faut déjà savoir qui l'on est. Et quand je dis qui l'on est, c'est pas seulement l'entité psychologique, c'est aussi l'entité physiologique. Savoir combien d'heures de sommeil sont nécessaires pour être ouvert, savoir quelle quantité de nourriture on doit consommer pour être ouvert, et ainsi de suite. La nécessité d'être la sincérité nous conduit à la nécessité d'être clair sur tous nos comportements. Ça va être souligné ensuite par un autre aspect de ce premier membre du yoga. On n'a toujours pas parlé des postures. Le troisième élément du premier membre du yoga, c'est l'honnêteté. Alors là, il ne s'agit pas d'honnêteté intellectuelle, pas tellement, mais c'est de reconnaître que l'être humain, depuis l'aube des temps, souffre d'un symptôme universel qui s'appelle le sens de la propriété. Ce n'est pas l'être humain qui l'a inventé, c'est une caractéristique animale. Il faut un territoire pour survivre et il faut défendre ce territoire. À partir du moment où un être humain est beaucoup plus faible et fragile que la plupart des animaux de sa taille,
il a développé des stratégies pour survivre qui impliquent le sens de la propriété. Et les yogis doivent accepter que le sens de la propriété, ça fait partie du fonctionnement des êtres humains et que dérober la propriété d'un autre, c'est de le mettre en danger, ou en tout cas d'avoir le sentiment d'être mis en danger, et que nécessairement la société va créer des organisations pour protéger la propriété, et que le yogi doit s'inscrire dans cette organisation. En disant cela, mon rebelle en moi n'est pas tout à fait satisfait de la situation. Mais dans l'état actuel des choses, il n'y a pas vraiment d'autre option, sinon c'est la lutte armée. Et on a vu au cours de toutes les révolutions sanglantes que la lutte armée ne conduit qu'à la reproduction du même. C'est juste, ça change de personne au pouvoir et à l'avoir, si je puis dire. Donc, ce n'est pas la solution. La troisième proposition du premier membre, la quatrième, puisque j'ai qu'à la troisième, la quatrième signifie de trouver son équilibre. Alors ça aussi, c'est un beau miroir. On a tous, je pense, enfin moi en tout cas je l'ai, une pulsion d'accomplir ce qu'on sent profondément comme nécessaire. Que ça soit faire la vaisselle, conduire 800 km parce qu'on a un rendez-vous ou prendre le train, etc. Et ça nous amène parfois, et de plus en plus avec le rythme qui s'accélère, à dépasser nos capacités pour mener à bien ce que notre intérieur nous dit comme impératif. Et ce faisant, on perd l'équilibre. On le perçoit peut-être pas tout de suite. Mais équilibre déséquilibre plus déséquilibre plus déséquilibre, à un moment, ça se traduit par, plus que de l'inconfort, une forme ou une autre de maladie. Donc le principe du yoga, c'est en quoi que ce soit, quelle que soit la nature de ce en quoi on est engagé, en particulier si on parle des postures dans les postures, c'est toujours une question d'équilibre. C'est jamais là, ni là. C'est quelque part là. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas parfois aller là ou parfois aller là pour savoir où est le point d'équilibre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas refuser parfois d'aller à un extrême et à l'autre extrême à un autre moment pour savoir quel est son point médian. Mais ce n'est pas donné à l'avance ça. À quel moment j'utilise et je dépense trop d'énergie? À quel moment j'utilise et je n'utilise pas assez d'énergie, je ne dépense pas assez d'énergie, pour parler en termes d'énergie? À quel moment je mets trop l'accent sur une activité? À quel moment je ne mets pas assez l'accent sur une activité? Et essayer de trouver, avec ce miroir, le juste milieu. Au fait, j'ai oublié de vous dire, s'il y a des questions en cours de route, il y aura des questions après, mais n'hésitez pas à m'interrompre, si vous avez une question. Et le dernier, puisqu'il y en a 5, c'est une attitude intérieure qui est le contraire de ça, ou plus exactement, le contraire de ça. Ça, c'est un étui à lunettes que j'ai acheté parce qu'il y a un visage de chien avec des lunettes dessus, et j'y tiens. Si je l'oublie, je serai très malheureux. Eh bien, l'attitude en question, c'est d'accepter que nous n'avons pas le pouvoir de tenir les choses. Il faut savoir lâcher prise quand elles s'éloignent de nous, de même qu'il faut savoir les accueillir quand elles viennent vers nous. Je prends une pause pour boire quelque chose. Donc si vous avez des questions...
Alors je viens de traduire, pour ceux qui savent le sanskrit, Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Parigraha, qui sont collectivement ce qu'on appelle les yamas, le premier membre du yoga. À ma façon. C'est pas la seule. C'est la meilleure pour moi. La deuxième proposition du yoga, alors là on est en plein dans le thème de ce lieu, c'est de prendre en compte, de considérer comme important le milieu dans lequel on vit. Est-ce que la conscience vit dans le corps ? Ou est-ce que le corps vit dans la conscience? C'est à voir. Mais en tout cas, on ne peut pas nier qu'il y a une organisation extraordinaire d'intelligence, de réactivité, d'adaptabilité, qui sont les différents systèmes qui constituent ce corps. Et si on regarde, la plupart des facteurs de pollution ne viennent pas de l'environnement extérieur, mais viennent de quelque chose qui nous pousse à nous mettre dans des situations où l'environnement extérieur peut produire les circonstances qui nous empoisonnent. Mais c'est nous qui le choisissons. Nous le choisissons inconsciemment, bien sûr, parce que personne consciemment choisirait de se mettre dans un milieu toxique. Mais il y a des raisons qui font que des raisons autres que la recherche de l'environnement juste qui nous amènent à choisir des lieux de vie, des professions, des comportements qui se révèlent toxiques. Je vous donne un exemple personnel. Il y a quelques semaines, j'ai commandé un nouveau motoculteur. Avec l'intention, si ce qui est à l'origine de tous nos destins et qui les suivent de près ou de loin, je n'en sais rien, le permet. Et mon souhait, quand on va revenir de l'île de la Réunion, j'ai une formation. Et puis 2 jours après avoir reçu ce motoculteur, j'étais avec Ludovic, que tu connais, puisque c'est un grand formateur. Il me dit, mais tu n'as pas besoin de motoculteur pour planter des pommes de terre. Tu fais paillage épais comme ça, tu écartes un peu le paillage, tu mets ta pomme de terre, tu refermes le paillage, et ça poussera à travers tout en enfonçant ses racines dans le sol. En fait, il faut quand même passer le motoculteur parce que le sol était damé, il y avait de l'herbe, etc. Bon. Donc je ne regrette pas. Mais c'est toxique un motoculteur. Hein, au bout d'1 heure, je sentais... Bon, j'ai quand même fait jusqu'au bout, à cause de cette pulsion dont je parlais, hein, qui nous pousse à aller trop loin, surtout quand on a une conférence le soir, on ne peut pas se permettre de prendre 1 heure de plus pour faire les choses qu'on a à faire. Donc ça, je pense que tous, ici, toutes, vous connaissez cette pulsion. Elle est très toxique et en même temps, elle passe inaperçue quelque part. Donc le yoga nous invite vraiment à regarder ça et à gérer ça d'une autre façon. Et donc là, j'en étais à l'idée que l'environnement interne, externe est très important, le choix des aliments, le choix de l'eau, le choix de l'air, et que finalement, c'est peut-être une priorité par rapport à beaucoup d'autres motivations qui nous font faire des choix à l'encontre de cette nécessité si on veut pas tellement être en bonne santé seulement, mais développer cette intelligence qui est notre privilège, mais qui est en même temps resté la plupart du temps sous la forme d'un potentiel parce que ce potentiel a été écrasé. Et ensuite, un mot en français qui n'a pas la force
du mot sanskrit, mais bon, je n'ai pas de mot français équivalent. La recommandation suivante, c'est quelque chose de la nature d'un... Ah si, je peux le dire avec une formule plutôt qu'avec un mot. C'est être satisfait de ce que l'on a et ne pas chercher ce que l'on n'a pas. C'est comme si la vie nous avait offert un certain nombre de choses et étrangement, tout ce qu'on nous a offert, on est toujours insatisfait de ce qu'on nous a offert et on est en train toujours de se dire que c'est quelque chose d'autre qu'on devrait avoir. Que ça soit au niveau de la maison, de la voiture, du travail, des enfants, du prof de yoga. Et c'est vraiment profondément enraciné dans la nature humaine parce que, voilà, on n'a pas un grand coup comme la girafe, on n'arrive pas à voir très loin au-dessus de la ligne d'horizon, donc on se dit toujours que là-bas, ça sera mieux. On est parti nomade. Et on a envahi toute la planète. Bientôt, on va envahir aussi les étoiles. Ça n'a pas de fin, cette histoire. On est tout le temps comme ça, au lieu d'être comme ça. Donc, l'attitude fondamentale, c'est, bon, je suis né sur cette planète, je suis né dans ce village, je parle cette langue, je peux en apprendre une autre, mais ça ne sera jamais ma langue maternelle. J'ai ce prof de yoga, sauf s'il me fait faire des postures qui me causent du tort, etc. Pourquoi ne pas être satisfait de ce que j'ai? Pourquoi toujours chercher autre chose? Tout simplement parce que je n'ai pas trouvé ce que je cherche vraiment. Mais ce n'est pas à travers la recherche d'objets ou d'expériences différentes que je vais trouver ce qui me manque vraiment. Ce qui me manque vraiment, c'est cet état d'ouverture, cet état d'amour. Et ça, ce n'est pas à travers l'autre. On essaye à travers l'autre, mais en général ça marche 6 mois, ça marche un peu plus, puis ça finit par se transformer en autre chose. Donc, cette attitude est très fondamentale et voilà, c'est un bon miroir aussi pour voir où on en est. Et après, il y a 3 autres conseils qui sont donnés, qui sont repris d'une partie précédente de l'enseignement du yoga. On nous dit, voilà, il y a malheureusement à cause de l'histoire de l'humanité, malheureusement à cause de l'histoire personnelle, on n'est pas tout à fait d'aplomb. Très peu de temps après la naissance, on n'est plus du tout d'aplomb. Il faut essayer de remettre les choses d'aplomb. Donc les 3 termes signifient les 3 conditions pour se remettre d'aplomb. Le premier terme parle d'action. Le yoga, ça n'est pas du tout la négation de l'action. C'est une autre manière d'agir. Donc, l'approche du yoga, c'est pas faire des postures, faire des respirations, c'est changer notre façon de faire. On peut être en état de méditation pendant 1 heure dans un cours de yoga, ça serait plutôt du zazen d'ailleurs. Sortir, prendre votre voiture, quelqu'un vous fait une queue de poisson. Où est le bénéfice? Bon. Donc, l'action, mais pas n'importe quelle façon d'agir. Pour savoir quelle est la bonne façon d'agir, le conseil suivant, c'est développer une qualité d'attention qui ne se limite pas à une action particulière, mais qui s'étend dans toutes les actions où nous sommes présents, où nous sommes conscients. Évidemment, dans le sommeil profond, il n'y a pas beaucoup d'actions dont nous sommes conscients. Mais, par exemple, quand on rêve, c'est une occasion d'être conscient aussi. On peut être attentif aux rêves, puisqu'on est dans un état de sommeil qui est à la limite de la veille, hein, cette phase de sommeil qui est après le sommeil profond et avant le réveil, ou à la fin d'un cycle avant qu'un nouveau cycle commence. On peut être conscient de ses rêves. Alors on ne peut pas changer ses rêves peut-être, sauf si on suit un entraînement, mais on peut voir quel est le contenu du rêve et voir ce qu'il nous dit quand on se réveille.
on peut voir comment on se réveille le matin. Par exemple, un des instruments de torture que l'être humain a inventé, c'est le réveil matin. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un réveil matin? Combien parmi vous ne se servent pas d'un réveil matin? Ah, pas mal. Bien. Vous ne servez pas d'autre chose, j'espère. D'autres instruments. Bon. Voilà, quand on sait y faire, on peut se réveiller à l'heure dont on a besoin, même quand c'est une heure qui n'est pas habituelle, prendre un avion ou un train, simplement en étant à l'écoute et en se parlant à soi-même, mais pas avec des mots, hein, en se donnant le message que voilà, ça serait bien de se réveiller à telle heure. Et ça marche presque toujours. Sauf si on est épuisé, sauf si on a la tête remplie de... J'utiliserai pas de terme pour dire le corps. Et puis le troisième terme nous dit, et ça c'est peut-être le plus embêtant en Europe, en Occident, que croire qu'on tient les manettes, le gouvernail, le volant, que c'est nous qui appuyons sur le frein, qui débrayons et changeons de vitesse, c'est une vision très limitée dans le temps et dans l'espace. Et qu'on doit apprendre à voir que c'est quelque chose d'autre qui est à l'œuvre. On ne va pas utiliser de termes choquants. On va dire que c'est la vie qui est à l'œuvre. La vie en nous, elle s'exprime. On découvre comment elle s'exprime une fois qu'elle s'est exprimée. Mais quand on pense qu'on va faire qu'elle va s'exprimer d'une certaine façon, parce que c'est notre désir ou notre volonté, c'est là où on s'aperçoit des limites de notre pouvoir. Donc on doit accepter le fait que loin d'être tout puissant, sinon d'être impuissant, on est peu puissant. Et là, j'ai terminé les 2 premiers membres du yoga. Il m'a fallu pour ça, je ne sais pas combien de temps d'ailleurs, parce que je ne sais pas à quelle heure on a commencé. Avant de passer au 3e, qui est plus familier peut-être, est-ce que vous avez des questions sur ces 2 premiers membres? Non? Soyez pas timide, hein. Vous avez aussi un organe de locution. Ah, 2 maintenant. Oui, vas-y. Le nom du deuxième. Alors, le deuxième en français ou en sanskrit? J'ai pas dit en sanskrit. Hein. Allez, bah les deux. Le deuxième de la série que je viens de... D'accord. Alors, le deuxième, on l'appelle en sanskrit Santosha. J'ai pas dit le nom en français parce que j'ai expliqué que c'était de désirer ce que l'on a et de ne pas chercher à obtenir ce que l'on n'a pas. Donc, on le traduit d'habitude par contentement. Le contentement en français, ça peut vouloir dire n'importe quoi. C'est l'idée que fondamentalement, la vie est un cadeau, y compris dans les moments les plus conflictuels, ceux où on a le sentiment que finalement, quelques barbituriques et un couteau dans un bain serait peut-être la solution. Même à ce moment-là, c'est un cadeau parce qu'on ne le réalise pas sur le coup, mais si on survit, on va s'apercevoir que les conséquences ne sont pas aussi terribles que ce qu'on imaginait. Et donc, c'est une sorte d'optimisme, je dirais. Mais là encore, il faut relativiser parce que c'est beaucoup une question de tempérament et le tempérament, on ne l'a pas choisi. Le cadeau de la vie qui consiste à nous donner à chacun un tempérament différent, c'est un cadeau qui est... Il y en a qui reçoivent de gros paquets cadeaux et d'autres des tout petits paquets cadeaux, il faut faire avec. Et c'était quoi la deuxième question ? C'était tout. C'était moi. Donc, oui, non, je sais, mais je crois qu'il y en avait 2. Je me pose la question de savoir, ce contentement-là, cette idée de se satisfaire de ce qu'on a, dans quelle mesure c'est pas contradictoire avec la recherche d'équilibre? Parce que
pour être dans un équilibre, il faut aussi à un moment s'aventurer. Vous avez dit, on peut aller, pour connaître l'équilibre, il faut aller de part et d'autre des extrêmes. Donc ça veut dire quand même une volonté de dépassement d'une certaine façon. Et donc je trouve que si on est toujours content, ben on fait jamais rien. Et on va pas voir. Oui, on peut voir ça comme ça, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé? D'être tellement contente que tu bouges pas. Non. Non, mais si c'est un principe de dire on est toujours content, on ne fait plus rien. Il y a quelque chose qui nous pousse aussi au mécontentement. Il faut être content du fait que ça nous pousse au mécontentement. Ah oui. D'accord. Ça met un peu de mouvement, quoi, parce que sinon, c'est très statique, je trouve. Oui, oui, bien sûr. Mais si tu veux, par exemple, ça pousse en toi d'aller chercher, alors admettons, un métier où il y a plus d'égalité entre les femmes et les hommes. Merci à ce mécontentement qui me pousse à aller chercher quelque chose de plus égalitaire entre les femmes et les hommes que ce qui est le cas aujourd'hui. Je suis contente de ça, enfin content de ça, enfin là c'est contente. C'est pas statique à ce point-là. Le contentement, ça pourrait être, ah ben non merde, je suis mal payé par rapport aux hommes, mais je suis drôlement bien payé, peut-être que je vais pas trouver un métier aussi bien payé, même si je suis payé autant que les hommes dans ce métier, tu vois. Tu pourrais avoir une attitude de mécontentement fondamental, comme il y a des gens qui voient toujours le côté noir des choses, le côté insuffisant, le côté insatisfaisant. Donc là, c'est plutôt le contraire, c'est de se dire que si je suis poussé vers l'acquisition, la transformation, le changement, celui-là, j'en ai marre de vivre avec, ça fait 40 ans que je partage ma vie avec ce type, il faut que j'en cherche un autre, pourquoi pas ? Ça marche dans l'autre sens aussi. Je ne vous fais pas lever les mains. Ah si, il y a une main qui se lève, mais c'est pas par rapport à la question que j'avais posée. Vas-y. C'est un peu dans le même esprit. Du coup, je me pose la question, quand on va faire un voyage en Inde pour y faire du yoga, ça a quel sens? C'est pour le bénéfice de l'organisateur. Et la beauté des paysages aussi. Oh, il y a de plus beaux pays que l'Inde. Oui, c'est vrai. Il y a d'aussi beaux pays que l'Inde. Ça dépend où en Inde. Hein. Oui. Delhi, c'est pas terrible. Oui. Quel est le sens exact de ta question? Quel est le sens exact de ta question? Oui, non, mais c'était... Le yoga en Inde n'existe que depuis que les Occidentaux s'intéressent au yoga, dans les temps contemporains. Quand j'ai été en Inde la première fois en 1963, bien entendu, les gens me posaient la question, pourquoi est-ce que vous êtes en Inde? À l'époque, il y avait des beatniks, mais il n'y avait pas tellement d'Européens, il y en avait quelques-uns. Et je leur disais, ben, parce que je m'intéresse au yoga. Mais je vous en prie. Et il disait le yoga, la méditation. Je disais oui, mais aussi les postures, les techniques de yoga. Pouf, ils étaient dédaigneux. Et de Shikachar, au début, et jusqu'à longtemps, enfin tout le temps que je l'ai vu, lui, ce qu'il disait, c'est qu'il était là pour faire connaître et faire reconnaître plutôt les enseignements de son père, parce que son père, il était moins que rien en Inde. Un brahman qui enseigne le yoga, et en plus à des occidentaux, mais... Donc, la mode du yoga en Occident a fait boomerang en Inde, et maintenant il y a des enseignants de yoga à tous les coins de rue, mais alors il faut voir. Ah, ils sont souples. Si vous essayez de faire comme eux, vous revenez avec une hanche déboîtée, un genou, 3 vertèbres déplacées, etc. Non, c'est pas sérieux. Donc je ne sais pas ce qu'on retire. Peut-être une bonne
Amibiaz aussi. J'adore l'Inde, hein. C'est pas le problème. Mais il ne faut pas croire que c'est en allant en Inde qu'on va avoir accès à un yoga plus authentique. Ni aux États-Unis. À l'Est. À la fin de sa vie, enfin, à la fin de sa vie, tant que j'étais en contact avec lui, parce que les dernières années, j'étais plus trop en contact avec lui, mais Deshikachar nous avait dit un jour, nous, parce qu'on était un groupe de ses élèves, de toute façon, les futurs enseignants de valeur viendront d'Occident. Ça n'a pas dû faire plaisir à ses collègues indiens. C'était pas tout à fait juste parce qu'il y en a d'excellents. Mais il y a quelque chose de vrai. Parce qu'en Inde, s'il y a eu, à part quelques familles de yogis, de vrais yogis, c'est surtout dans le monde des renonçants, des sannyasines et des sadhus. Et cela, c'est pas facile d'entrer en contact avec eux quand on va en Inde. Et même si on entre en contact avec eux, il n'y a pas de langue commune. Et ils n'ont pas de pédagogie du tout. Et on ne sait pas trop exactement ce qu'ils ont vécu, qui est leur expérience de yoga. Voilà. Je ne suis pas sûr que ça vaille la peine de se connaître. Bon, je continue. Le troisième membre du yoga, c'est la posture. La posture. Au singulier, pas au pluriel. Le pluriel est venu plus tard. À l'époque de Patanjali, la définition de la posture, c'est un état stable et, j'aime pas le terme confortable, un état stable et de bien-être. C'est-à-dire, et posture de yoga, tout moment dans sa vie où on se sent stable, c'est-à-dire pas poussé par les autres, par les circonstances ou par les conflits intérieurs, et en même temps dans un état de bien-être. Alors évidemment, les commentateurs ont glosé, oui, c'est la posture de méditation. J'en suis pas du tout sûr. Je crois que la méditation, ça sert seulement à passer du temps. Si vous êtes plus à l'aise et stable, couché dans votre lit, c'est beaucoup mieux que d'être assis à souffrir parce que vous avez mal au genou, mal au dos, ou que vous êtes submergé par des pensées, alors que quand vous êtes couché dans votre lit, vous allez vous endormir, vous êtes super bien, et il n'y a rien qui vous perturbe. Être super bien avec rien qui nous perturbe, c'est la définition d'asana dans le yoga. Alors, après est venu le pluriel. Le pluriel vient d'une autre école de yoga que celle de Patanjali. Elle vient de ce qu'on appelle le Hatha Yoga, qui est ancien, mais pas très ancien, 11e, 12e, 13e siècle, peut-être un peu avant du 10e, je ne sais pas, et qui a posé l'hypothèse suivante, c'est qu'en développant une énergie particulière, qui serait située dans l'être humain, cette énergie débloquerait tous les nœuds qui sont en nous pour nous donner accès à cet état d'ouverture. Ça, je pense que tout le monde a entendu parler de la Kundalini ici. Et donc pour débloquer ces nœuds, eh bien, il y a nécessité de repérer tous les blocages énergétiques dans le corps et trouver des moyens de les dénouer. Et donc on a inventé, enfin on a catalogué un nombre impressionnant de postures. Alors ils disent 84 000, d'autres disent 84, d'autres disent 84 millions. Enfin, le père de mon professeur, qui a été la source de l'enseignement qu'on transmet,
Sri Krishnamacharya, a étudié avec un yogi qui vivait au Tibet, au bord du lac Manasarovar, qui est un lieu qui est maintenant donc en Chine. Et ce gourou connaissait un nombre impressionnant de postures, et quand Krishnamacharya est rentré en Inde pour gagner sa vie, il est devenu instructeur de yoga, le mécène étant le Maharaja de Mysore. Et si vous regardez les vidéos sur YouTube, c'est abracadabrant le nombre de postures, toutes plus difficiles les unes que les autres. Et on les enseigne. Et certaines écoles les enseignent avec beaucoup d'autorité, parfois même de violence. C'est pas le seul, hein, il y en a d'autres. Mais Krishnamacharya a expliqué que la plupart des commentateurs parlant de la posture selon Patanjali disent voilà, la posture, on y parvient par un effort de relâchement. C'est un peu contradictoire. Et il explique que non, ça ne peut pas être un effort de relâchement. Le terme utilisé, ce n'est pas le terme effort, c'est le terme effort intelligent. Donc ça doit faire réfléchir, qu'est-ce que c'est qu'un effort intelligent de relâchement? C'est de choisir des mouvements, plus des mouvements que des postures statiques d'ailleurs, qui permettent de détendre les parties du corps qui sont crispées. Et à ce moment-là, on se rapproche de la définition de la posture. C'est-à-dire, si vous venez au cours de yoga, vous faites des postures, vous en sortez, les douleurs que vous aviez, les tensions que vous aviez ont disparu, tant mieux. Si elles reviennent au bout d'une heure, il faut vous interroger. Qu'est-ce que j'ai fait entre la fin du cours et maintenant pour que ces douleurs reviennent? C'est par ce processus-là que petit à petit, on prend conscience de tout ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire nos comportements qui font que qui crée nos tensions si ce n'est nous-mêmes? Par nos choix, par nos manières d'agir, donc par nos manières de penser, donc par nos émotions qui sous-tendent nos manières de penser. Et là, on a mis le doigt dans l'engrenage du yoga. Là, on a commencé à se mettre réellement en chemin. Sinon, si on considère la pratique posturale comme une pratique gymnique intelligente, non violente, on n'a pas commencé le yoga. Assez pour la posture. Le membre suivant. Vous avez des questions sur les postures? Je ne suis pas sûr qu'il y aura le temps pour des questions après. Alors, c'est quoi la bonne posture? Je peux te dire quelle est la meilleure pour moi. La posture dite du cadavre. Mais c'est un travail pour y arriver. Surtout là. Donc la posture du cadavre, c'est une posture de détente. On ne fait rien. On laisse la pesanteur agir. On laisse le souffle s'exprimer. On laisse les pensées vagabonder. On s'endort éventuellement. Moi, j'ai rien contre. Et quand on en sort, on est on est stable et confortable. Voilà. La méditation comme ça, allongée, ça me va bien. Je n'ai pas du tout la posture d'un yogi là. On va mettre les jambes. Vous voulez jamais derrière la tête? Je vais pas essayer de l'éviter, ça ne marchera pas. Bon, il n'y a pas de questions sur les postures, tant mieux. Le membre suivant a affaire avec la vie en nous. La vie en nous s'exprime consciemment, enfin, on est conscient de la vie en nous, bien sûr par les battements du cœur, bien sûr par le flot de pensée qui nous habite, bien sûr par la salive qui coule dans notre bouche, mais et aussi et surtout par le fait que nous respirons.
et que la respiration, même quand nous sommes partis dans le sommeil profond, elle est toujours là. Si au bout d'une minute, elle s'est arrêtée, il y a encore une petite chance. Si au bout de 2 minutes, elle s'est arrêtée, il y a encore une toute petite chance. Si elle dépasse 3 minutes sans être présente, il vaut mieux appeler le croque-mort. C'est-à-dire, la respiration, c'est quand même quelque chose, on peut faire durer un peu plus si on a de l'entraînement. Mais la respiration, c'est quelque chose qui est synonyme de la vie dans toutes les cultures, en Inde aussi. Et la raison d'être de ce membre du yoga, elle est définie en 3 points. 1, il faut qu'elle soit longue, la vie. Parce que l'intelligence, elle peut se déployer bien au-delà de ce qu'on imagine, mais il lui faut du temps. Pas du temps consacré à détruire cette intelligence, mais du temps consacré à la laisser se déployer. Et donc l'âge est un avantage de ce point de vue-là. Si on a consacré très tôt sa vie à cette recherche, plus on vit stable et confortable, stable et dans le bien-être, plus l'intelligence a la possibilité de s'épanouir, de s'ouvrir, et plus on perçoit et on intègre des choses qu'on n'avait pas perçues et intégrées. Donc la vie doit être plus longue et aussi plus subtile, c'est-à-dire on doit prendre conscience de choses qui sont rarement accessibles à l'être humain, fasciné qu'il est par les choses évidentes. Mais c'est vrai aussi du souffle, parce qu'il y a un lien intrinsèque entre la respiration et la vie, et que le biais par lequel on peut rendre la vie plus longue et plus subtile, d'après Patanjali et d'après l'enseignement du yoga, c'est quand on apprend à ralentir, à allonger son souffle d'une manière subtile, ceci conduisant au 3e point, qui est la faculté d'intériorisation. C'est-à-dire que quand on écoute son souffle, qu'il devient de plus en plus long et subtil, eh bien, on commence à percevoir ce qu'on ne percevait pas jusque-là, aussi bien les mouvements de l'énergie, la nature des pensées, la naissance des émotions, l'origine des souvenirs, etc., etc. Donc c'est, en tout cas dans l'enseignement que j'ai reçu, considéré comme le point central, au point que on dit que la posture est au service du souffle et non pas l'inverse. Si il n'y a pas cette attention donnée au souffle, et si la posture ne suit pas le souffle, c'est pas du yoga non plus. Et c'est un processus long. Le souffle, on le compare à un animal sauvage qu'on doit apprivoiser avec beaucoup de douceur. Au point que certains enseignants disent « Ah non, non, le pranayama, enfin ça s'appelle pranayama en sanskrit, il ne faut pas l'enseigner, c'est dangereux. » C'est dangereux quand on ne sait pas comment amener progressivement à la pratique de ces techniques. Question sur le souffle? Une petite question. Enfin, ma professeure qui m'a formé donc, m'a dit qu'à notre naissance, on a un nombre de respirations. Et donc, chaque minute, donc, ce nombre diminue. C'est un compte à rebours pour arriver donc, à enfin. Oui, ça c'est l'hypothèse, je dis hypothèse parce que je ne sais pas qui l'a vraiment vérifié cette chose-là, mais les yogis disent encore, en Inde, enfin les rares qui sont de vrais yogis disent qu'à la naissance, chaque être humain a un nombre déterminé de respirations. Et que si on respire vite, on consomme ce nombre de respirations plus rapidement, donc la vie est plus brève. Et que si on ralentit le souffle,
on économise ce nombre de respirations, sauf maladie ou accident, la vie est plus longue. Oui. Mais ça, c'est le genre de choses qu'on peut difficilement vérifier. Alors ça m'amène à dire quelque chose, merci pour ta question, c'est qu'on doit considérer avant tout le yoga comme quelque chose d'expérimental. C'est-à-dire il faut aborder le yoga avec un esprit de recherche. Parce que ce qui a été dit à propos du yoga remonte à au moins 5000 ans. Je dis ce qui a été dit dans les lieux d'origine du yoga et transmis, ensuite écrit plus récemment, etc., c'est un nombre d'informations considérable. Et on n'a aucun moyen de vérifier si ces informations sont fiables ou pas. Donc, on doit aborder le yoga avec un esprit d'expérimentateur, d'essayer, de voir si ça fonctionne ou pas. Si on part avec l'attitude crédule, si on n'a pas un esprit de doute sur ce qui est dit, on va s'aventurer dans des impasses. Quelle que soit la démarche, c'est important d'avoir cette attitude d'expérimentation. Alors, les yogis l'ont dit, le Bouddha l'a dit, beaucoup d'enseignants et d'instructeurs l'ont dit, mais si vous avez observé, à part s'il y a des scientifiques parmi vous qui avaient l'attitude expérimentale en sciences, les êtres humains n'ont pas beaucoup d'esprit d'expérimentation. Ils ont plus une soif de croyance. Si quelqu'un a dit ça, c'est peut-être vrai. Vous ne vais pas chercher plus loin. Vous savez, ça commence très tôt, ça. Vous savez avec quoi ça commence, en tout cas ici, avec le Père Noël. Combien d'années vous a fallu pour réaliser que c'était une fiction? Ou vous y croyez encore? La lévitation? Il y a des choses mystérieuses. Peut-être que dans certaines circonstances, dans certains cas, ça a été le cas. Mais globalement, il faut retenir des enseignements que vous rencontrez, ce qui est de nature à pouvoir être expérimenté et vérifié par vous-même. Bon, ça n'a rien à voir avec le thème, mais je rajoute ça à propos de cette question. Donc s'il n'y a pas d'autres questions sur le souffle... J'aurais juste une question malgré tout, mais qui rejoint un petit peu les deux thèmes des postures et le souffle. C'est est-ce qu'il y a une traduction ou un moment où le terme d'effort, il existe dans le yoga et la souffle? Oui, tout à fait. Dans le premier chapitre du Yoga Sutra, il est expliqué que l'exercice, la pratique du yoga est un effort en direction de la stabilité. Et là, c'est le terme effort. Yatna. Donc, ça part de l'image qui est donnée, c'est pas Patanjali, c'est les commentateurs qui expliquent que le fonctionnement de l'être humain est souvent, alors c'est une image, celui du buffle. Le buffle, il lui faut une mare, boueuse de préférence, c'est le buffle qu'il y a en pays d'Asie. Il a juste les naseaux et les yeux, et bien sûr les cornes qui sortent, et il est totalement satisfait de cette situation. Là, c'est le contentement, mais le contentement qui conduit à la stagnation. C'est-à-dire, si on est dans cet état d'esprit, on ne peut pas aborder le yoga. Il n'y a pas d'inclination, on a la peau tellement dure qu'on ne s'est pas rendu compte que tout est souffrance. C'est une des affirmations aussi dans le Yoga Sutra. Tout est souffrance, pas nécessairement la souffrance personnelle, mais dès que notre sensibilité et notre ouverture augmentent, on s'aperçoit que derrière les sourires, derrière les regards,
il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance accumulée depuis la naissance. Et cette souffrance, bien sûr, elle se dissimule à elle-même, elle se dissimule aux yeux des autres. Mais quand les antennes se développent, elle est perçue. Le buffle, lui, tout va bien. Après, il y a un deuxième cas où le yoga ne peut pas être abordé, c'est quand on est dans l'état du singe. Alors le singe, l'image, c'est un singe qui a trouvé un fond d'alcool dans une bouteille et qui l'a bu par curiosité. Les singes sont très curieux. Évidemment, il est ivre-mort et donc dans son ivresse, il marche sur un scorpion et il est piqué par le scorpion et la brûlure est intense. Donc il est dans un état de perturbation extrême. Donc quand l'être humain est dans un état de perturbation extrême, il n'y a pas moyen d'aborder le yoga parce que les conditions nécessaires qui sont un minimum de confort, de bien-être intérieur, de stabilité, ne sont pas présentes. Donc, ne peut commencer et pratiquer le yoga que ce qu'on appelle l'être humain ordinaire, qui est dit dispersé. C'est-à-dire, par moment, il est dans un état d'ouverture, de bien-être, de stabilité, et à d'autres moments, il est dans un état de confusion, de perturbation, de conflit. Là, il y a une possibilité, parce qu'il y a de la souffrance, donc il y a la réalisation que quelque chose ne va pas, parce que fondamentalement, on veut tous le bonheur, le bien-être, la stabilité. On le cherche dans les mauvaises directions, mais c'est ça qu'on veut. Et en même temps, il y a des moments de lucidité où on va pouvoir se dire « Ah, mais ces pistes-là sont fausses. Il faut que je trouve la bonne approche. » Et là, le yoga a une possibilité d'entrer dans la vie. Voilà, c'est le seul cas où on dit « Yatna ». Un effort en direction de la stabilité. Donc le troisième terme qui est ce développement de la faculté d'attention. Alors l'attention, elle a 3 paliers, mais qui sont les 3 derniers membres. Entre ce que je viens de décrire vis-à-vis du souffle et ces 3 derniers paliers, il y a un palier particulier, le malheureux, il est un peu écrasé. Et c'est très étrange parce que le mot sanskrit signifie aller et retour vers la nourriture. Aller vers la nourriture et revenir avec la nourriture. C'est-à-dire, c'est l'idée d'une expression qui part de l'intérieur, qui va chercher quelque chose à l'extérieur et qui le ramène à l'intérieur. Et ça a été traduit, comment c'est traduit déjà? Pratyahara, habituellement. Le retrait des sens. Le retrait des sens. Complètement l'opposé. C'est un glissement, comme il y en a eu beaucoup dans l'histoire, des langues. Mais néanmoins, Patanjali corrige ça par une définition qui dit la chose suivante. C'est pas vraiment un retrait des sens. C'est que les sens n'ont plus la domination, n'exercent plus de domination sur l'être humain dans son ensemble, parce que la motivation et l'intelligence de la personne humaine fait que ce qui d'habitude enchaîne les êtres humains à travers les organes des sens n'est plus apte à l'enchaîner. C'est-à-dire que la fascination exercée par les expériences sensibles n'a plus la même emprise et l'énergie et l'intelligence de la personne sont orientées vers autre chose que simplement l'accumulation des expériences. Je dis expérience pour dire toutes les sensations possibles et imaginables. Et avec une grimace parce qu'il y a quand même un ver dans le fruit. Quand on regarde l'histoire des yogis, du passé, les grands, ceux dont on a des témoignages, on s'aperçoit quand même qu'il y a un type d'expérience, et je pense que si on regarde chacun d'entre nous dans notre fort intérieur, on va voir que c'est le cas pour nous aussi. Il y a un type d'expérience que l'être humain cherche vraiment
comme étant, c'est pas le sexe, c'est même pas l'argent. C'est quelque chose qu'on peut appeler l'extase. C'est-à-dire un état de conscience différent qui transforme les vibrations du corps en quelque chose de tellement puissant que toutes les autres sensations semblent sans valeur. Et la plupart du temps, c'est interprété comme j'ai rencontré Dieu, j'ai vu Dieu. C'est le samadhi, c'est ce qu'on appelle le samadhi. C'est certaines formes de samadhi. Et ça, c'est quelque chose, c'est d'ailleurs dit en toutes lettres que c'est un obstacle, mais c'est quelque chose qui nous habite tous parce qu'à défaut de trouver cet état de bonheur qui ne cherche rien, qui est à la fois stabilité et bien-être, on est toujours à la recherche de quelque chose de plus. Et aujourd'hui, c'est très visible dans la recherche de l'intensité des expériences, en particulier chez les jeunes et les moins jeunes, peut-être même chez les plus jeunes du tout. La sexualité aussi en est un exemple. La puissance de la jouissance sexuelle est un autre exemple. Et ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc le pratyahara parle du fait qu'on a vu le piège de vouloir faire des expériences de plus en plus intenses. Et donc le processus d'attention dont je parle, qui sont les 3 derniers membres, c'est un processus de... Alors là, on va entrer dans la partie la plus difficile. Vous avez amené des tomates? Je vais commencer à les sortir. Qui est la chose suivante. C'est que la stabilité et le bien-être ultime n'apparaissent que quand on a perdu conscience d'être cette personne limitée. Et qu'on a réalisé qu'on est une conscience universelle sans limite. C'est-à-dire qu'on est la vie elle-même dans sa globalité. Et ça, c'est le seul samadhi, puisque tu as employé le terme, qui a du sens. Et ça oblige à être en retrait total de la vie? Moi, Non, absolument pas. Si tu es la vie, tu ne peux pas être en retrait total de la vie. Mais tu es conscient... Oh, Jocelyne, tu peux nous dire le poème de Pessoa, de la vie qui coule en moi, s'il te plaît? La vie qui coule en moi. Attends. Comme un fleuve. Oui. Alors, je rentre à la maison, je ferme la fenêtre, on apporte la lampe, on me souhaite bonne nuit, et d'une voix contente, je réponds bonne nuit. Plût au ciel que ma vie fût toujours cette chose, le jour ensoleillé ou suave de pluie, ou bien tempétueux comme si le monde allait finir. La soirée douce, les groupes qui passent aperçus avec intérêt de la fenêtre, un dernier coup d'œil amical jeté sur les arbres en paix, et puis fermer la fenêtre et la lampe allumée, sans rien lire, sans penser à rien, sans dormir, sentir la vie couler en moi comme un fleuve en son lit. Et au dehors, un grand silence ainsi qu'un Dieu qui dort. Fernando Pessoa. Merci. On ne se coupe pas du grand silence, ni des arbres, ni du fleuve de la vie. C'est simplement que, imaginez là tous, là maintenant, que vous êtes là, que vous écoutez, que vous pensez aussi, mais sans image de soi et sans le sentiment d'être cette personne à laquelle vous tenez tant. Comme vidé de vous-même, en quelque sorte. Mais ça semble impossible quand même, parce qu'il faut bien se représenter d'une façon ou d'une autre. Si on ne se représente plus en tant que personne, individu, il faut quand même qu'il y ait une représentation. C'est là où ça peut faire peur, ça. Ah, ça fait peur sûrement, oui. C'est bien pour ça que j'ai dit sortez vos tomates. Vous verrez si le personnage là, Mais on
On ne peut pas imaginer, en tout cas. C'est pas une question Mais d'imagination. enfin, on ne peut pas le c'est une savoir question- avant de le vivre. Voilà, c'est une question d'expérimentation. Si tu me regardes, tu ne me connais pas. Enfin, si, depuis 1h30 ou un peu plus. Si tu me regardes à partir du personnage que tu es, tu me regardes et tu m'entends et me juges à partir de ton histoire. Mais tu ne peux pas voir la vie en moi, pas plus que moi je ne peux voir la vie en toi, si c'est à partir de ça que je te vois. Mais si je suis vide de ça, non pas vide dans le sens que ça a été annihilé, mais c'est que je suis conscient du fait que c'est la pure attention dans le moment présent qui compte. Je peux t'écouter et te voir tel que tu es, tu peux m'écouter et me voir tel que je suis. Et ce que je vois et ce que tu vois, c'est la vie qui s'exprime. Je ne sais pas dire autrement. C'est ce qu'on appelle l'unité. Alors, oui, on peut l'appeler comme ça, mais à condition d'ajouter dans la diversité. Parce que c'est indéniable que ici, je ne sais pas combien vous êtes, c'est autant de couleurs d'yeux, de couleurs de cheveux, de couleurs de peau, d'histoires différentes. Ça, c'est pas effacé. Mais ce à partir de quoi tout cela est perçu, c'est un espace vide. Si cet espace vide regarde le corps de ce personnage, il voit le corps de ce personnage, s'il regarde cet espace vide, l'histoire de ce personnage, l'histoire n'est pas effacée, mais par expérience, la stabilité et le bien-être ne sont vécus que quand la vie est abordée à partir de cet espace vide. Autrement, il y a la peur, autrement, il y a le manque. Ce qui marque l'identité personnelle, c'est la peur, parce qu'on sait tous qu'en tant qu'identité personnelle, on va disparaître, et c'est le manque, parce que la vie ne nous a jamais donné assez. Oui ? Comme vous faites beaucoup appel aux travaux de Douglas Harding. Et, C'est une question ou une affirmation ? je pense, j'ai découvert ça au fil de... Je ne connaissais pas trop en yoga, là j'ai été parachutée il y a 5 ans, ainsi que dans une démarche de méditation. Mais, Oui, Douglas Harding, je connais. oui. Mais tu sais, il y a plein de messages fondamentaux comme ça. Il y a Douglas Harding, il y a beaucoup d'autres. Ouais. Donc si ça t'a parlé et que ça t'a tout dit, C'est une ouverture Parfait. du début, c'est ça. le geste de Douglas Harding, c'est avec l'index. Vous connaissez ? Tu connais au fait ? Oui. Oui. Et il y en a qui ne connaissent pas ? Bon. Alors prenez votre index et désignez un objet dans la pièce. Désignez pas une personne, surtout pas moi, parce que je vais être, surtout si tout le monde me désigne. Mais bon, là je désigne une porte, d'accord ? Donc vous ne regardez pas votre doigt, vous regardez l'objet vers lequel votre doigt pointe. Ok ? Ensuite, pointez votre doigt vers un objet plus proche. Regardez l'objet. Ensuite, pointez votre doigt vers une partie de ce que vous appelez votre corps. Regardez l'objet. Pointez votre doigt dans la direction d'une partie de votre corps encore plus près de ceux-là qui voient. Regardez l'objet. Tout le monde a suivi ? Maintenant, pointez votre doigt face à vos deux yeux et regardez dans la direction où pointe votre index. Vous l'avez fait ? Alors. Ben, qu'est-ce qu'il y a ? Ça donne quoi? Ben, qu'est-ce que tu as vu ? L'intérieur,
Et qu'est-ce que tu as vu quand tu regardes dans la direction où pointe ton doigt? Même pas, non, rien. Rien. Si, ton tour. Hein? Non, pas de doigts. Non, Non, je pas- suis pas le doigt. c'est pas le doigt. Oui, je louche. Je le louche. Non, mais trop près. Oui, non, mais- À une distance où tu louches pas. Et essaye pas de loucher. Juste Oui, je regarde. quand tu regardes à l'intérieur de la... Enfin, dans la direction où pointe le doigt. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit ce qui doit être vu là? Tu vois soi. Soi? Tu as déjà vu soi quelque Non, part, on à voit part rien. un miroir où tu vois un visage de soi, mais non. Alors, voit rien. qu'est-ce que... Rien. Et en même temps tout, parce que quand tu pointes dans cette direction, moi ça m'empêche pas de voir la salle, les fauteuils, pas très précisément les visages, mais c'est comme une fenêtre ouverte sur le monde. Et dans cette fenêtre, il n'y a personne. Non. Ça sert pas à grand chose. Il y a les autres. Les autres. Ah, le yoga ne sert à rien. Il fallait commencer par ça. Ça, c'est très important, merci. Le yoga ne sert à rien. Le yoga n'est pas... Alors ça, c'est le pire de tout. Hein. Le yoga servant à quelque chose. Non, non, mais je parle de Non, mais t'as raison. cette définition-là. D'accord avec toi. N'aie pas peur, hein. Le yoga ne sert à rien, parce que quoi que ce soit à quoi le yoga ait pu servir, de toute façon, ceux-là en vous qui croient que ça sert à quelque chose va mourir. Donc ça sert à rien. Non, ça va. C'est rassuré. Mais par contre, ça permet de réaliser qui on est vraiment. Et il vaut mieux le réaliser avant la mort de cette structure. Parce que dans cette structure, il y a quelque chose qui voit. Le yoga l'analyse comme ça. Il y a le voyant, ceux-là qui voient, je dirais, parce que autrement c'est encore une fois masculin par rapport au féminin. Alors, la voyante, c'est un peu embarrassant. Ceux qui voient, et tout le reste, c'est ce qui est vu. Donc, pour moi, vous êtes du vu. Pour vous, je suis du vu. D'accord? Maintenant, regardez votre main. C'est le voyant ou c'est du vu? Du vu. Non, c'est pas le voyant. Qui a dit c'est le voyant? Ça appartient, ouais. C'est la main. Ça, c'est une pensée, c'est pas ce que tu vois. Hein? Bon, sinon, je t'enlève un point. Déjà pas beaucoup. Bon, maintenant, imaginez que vous pensiez cet orateur est un imbécile. Cette pensée, c'est le voyant ou c'est du vu? La pensée, c'est Mais le non, voyant. c'est du vu. Quand vous pensez, vous voyez bien vos pensées. C'est pas vos pensées qui voient, c'est vous qui voyez vos pensées, non? C'est vous qui Donc les pensées font partie du vu. Ça vient de ce que l'on voit. C'est vu. pensez. Ok. Tout est vu. Oh, il y a un feu qui démarre là au fond de la salle. Vous m'avez cru? Dommage, je voulais vous faire peur. Quand il y a une émotion qui vient, l'émotion, c'est le voyant ou c'est du vu? C'est du vu. C'est du vu. C'est une expérience, donc c'est du vu. Tout est vu. Tapez-vous sur la tête ou caressez-vous. La sensation. La sensation, C'est du vu. c'est du vu. Donc la question reste, quel est le voyant? Et c'est ça la question que le yoga cherche à résoudre. Qui est le voyant? Ou qu'est-ce que le voyant? Qu'est-ce que le regard en fait? Si vous dites c'est moi le voyant, qu'est-ce que moi? Quand vous regardez moi, qu'est-ce que c'est? C'est du vu. Alors, C'est du vu. ah, merci. Mais si tu regardes, c'est quoi moi? C'est le souvenir, les souvenirs, c'est les émotions que les souvenirs génèrent, c'est les pensées qui sont pensées dans ce lieu, c'est les sensations qui sont ressenties dans ce lieu, mais il n'y a pas de moi tangible, c'est comme l'image virtuelle d'un écran d'ordinateur. C'est le résultat du fonctionnement de plein de logiciels que j'ai appelé tout à l'heure la vie.
que chacun d'entre nous ici représente, mais c'est ajouter une image virtuelle tellement puissante qu'on y croit comme étant une réalité objective. Alors que c'est même pas subjectif, c'est une fiction nécessaire, un outil d'adaptation pour l'espèce humaine, pour vivre la vie de tous les jours. Mais ce moi, comme tu l'as dit, c'est du vu. Alors qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, c'est quelque chose de la nature d'un espace qu'on ne peut pas repérer par une forme, une couleur, un sexe, ni une histoire. Ni un lieu. Ni un lieu. Ah, il y a des gens qui disent, si, moi, je le sens, ce lieu derrière les yeux. Il y en a d'autres qui disent ici dans le cœur. Il y en a d'autres, les Japonais disent en dessous du nombril. Mais c'est des localisations